L'ancien chef de la MINUSTA, Edmond Mulet, est un menteur. Le président Michel Martelly n'avait pas reçu les voix nécessaires pour le second tour des élections en 2010. Jules Célestin est celui qui, selon le verdict populaire, aurait dû disputer le second tour des élections contre Myrland Manigat. L'ancien président René Préval a évité de justesse un coup d'État conduit par Edmond Mulet. Et enfin, l'aide internationale à Haïti est un échec total. Aucune de ces affirmations n'est de moi. Elles sont tirées du dernier ouvrage de l'ancien représentant du secrétariat général et ancien chef du bureau de l'Organisation des États américains en Haïti de 2009 à 2011, le Brésilien Ricardo Settenfus. On apprendra aussi cette semaine que son ouvrage, L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemmes et égarements, regorge d'autres révélations du même ordre que celles que je viens d'énoncer. Madame, Messieurs, c'est Ricardo Settenfus qui, sans langue de bois, va tout nous dire sur les dessous de ce que Raoul Peck appelle l'assistance mortelle. Bonjour, bonsoir, merci de recevoir chez vous une personnalité dite sur la radio-télévision Canada. Merci d'être fidèle à une personnalité dite. Et la personnalité qui aujourd'hui va tout nous dire, c'est quelqu'un dont celui qui a préfacé l'édition brésilienne du livre dont on va parler aujourd'hui, M. Fernando Gabeira, a qualifié de déclaration d'amour cet ouvrage qui a dénoncé la grande supercherie de l'aide internationale à Haïti. C'est M. Settenfus Ricardo qu'on va recevoir aujourd'hui. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va, Gaston, ça va, très bien. J'ai parcouru votre livre, vous êtes un amoureux d'Haïti, vous aimez Haïti, et comment ça va aujourd'hui en Haïti? Ça va très bien, chaudement. Ça va très bien, j'ai toujours beaucoup de plaisir de revenir en Haïti. C'est un pays qui a attiré mon attention lorsque je suis venu la première fois en 1993, dans la vieille Mississippi qui venait observer le non-respect en fait des droits de l'homme par la junte militaire commandée par Raoul Cedras à l'époque. Et ensuite, je suis revenu à plusieurs reprises à partir de 2004, envoyé par le gouvernement brésilien pour accompagner des moments clés, et spécialement les élections de 2006. Et finalement, fin 2008, je suis venu pour y habiter comme représentant de l'OEA en Haïti. Je suis resté jusqu'au mois de mars 2011. Donc, Gaspard, j'ai parcouru une partie importante de cette trajectoire qui finit plus, de cette transition qui n'a fini jamais au bout, de l'enfer de la dictature vers le paradis démocratique. Et on n'est pas encore arrivé. Selon Pierre-Raymond Dumas, nous sommes encore à cette transition qui n'a fini pas. Ah oui, on est encore en transition et peut-être qu'on pourrait tirer quelques conclusions. Pourquoi on n'arrive pas, n'est-ce pas? On est en plein maintenant dans un autre moment clé de ce processus très long, que ce sont les élections qui s'approchent à tous les niveaux, n'est-ce pas? Et donc, je me sens bien ici, je me sentirais mieux si les Haïtiens allaient mieux, n'est-ce pas? Et quand je vois que ce qui se passe, par exemple, avec vos compatriotes qui sont expulsés par leur mère patrie et qui doivent partir, même au Brésil maintenant, soit d'une façon légale, qui est très bien, je conseille, soit d'une façon irrégulière, en passant par l'Équateur, par la République dominicaine, par Panama, par l'Équateur, par le Pérou, et en rentrant au Brésil par la frontière amazonienne, et ensuite en parcourant 4000 km en bus pour arriver à sa destinée. On doit se poser des questions, et c'est ce livre-là essaye d'apporter quelques réponses sur l'échec, sur les choses qui ne fonctionnent pas avec notre présence en Haïti. C'est pour cela que je l'écris. Je ne l'écris pas sur vous, Gaspard, compatriotes haïtiens, je l'écris sur nous, étrangers en Haïti. Je serais tenté de vous qualifier d'étranger, puisque vous êtes le premier nom haïtien qu'on reçoit, mais vous avez tellement été parmi nous, vous avez tellement dit sur nous, qu'on se rappelle. Je dis aussi également sur vous. Si vous lisez vraiment le livre, vous verrez qu'il y a certains passages
qui ne sont pas tellement tendres vis-à-vis de certains phénomènes sociaux, politiques haïtiens, n'est-ce pas? Le fait, par exemple, de ne pas avoir un cadastre foncier en Haïti. Je reconnais que c'est quelque chose de profondément ancré dans la culture, dans l'histoire haïtienne, mais je crois qu'il va falloir qu'un jour on arrive à moderniser le cadastre. Le fait, par exemple, d'avoir une population, surtout la plus fragile, infantile, endomesticée forcée en Haïti, également, c'est quelque chose qui m'interroge, qui me choque et qu'on ne peut que condamner, étant donné que nous sommes ici en Haïti, dans la patrie de la liberté, justement. Oui, ce péché originel-là. On va arriver là, mais on doit commencer par le commencement. Le commencement de cette émission suppose une chanson brise-glace. Vous n'êtes pas haïtien, je ne vais pas vous demander de chanter quelque chose en créole. J'aime bien la musique haïtienne, mais je ne suis pas capable. Ok. Eh bien, vous nous sortez quoi? Un truc en espagnol, en portugais? Écoutez, je vais vous avouer quelque chose que je n'ai pas avoué, que je n'ai pas dit à aucun de vos confrères. Malgré mon âge, malgré mon aspect, j'ai une fille de 3 ans et demi. Donc vous ne tirez pas à blanc? Ah, et c'est la Maria qui est là, à qui j'offre le livre. Okay. Ma princesse Caraïbe. Justement. C'est Maria. Elle a 3 ans et demi maintenant. Et ces dernières... Quand vous êtes avec elle, on doit vous appeler grand-père. C'est votre petite fille? Oui, voilà. On demande à la mère, c'est ma fille. Enfin, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Elle m'apporte un immense bonheur. Et beaucoup de jeunesse aussi. Oui, et surtout, elle me fait renouveler mes chansons, parce que maintenant, je suis revenu à chanter des chansons pour bébé, pour qu'elle puisse s'endormir. Alors, il y a une qu'elle aime beaucoup, qui c'est un petit poussin qui sort de l'œuf, et lorsqu'il est dehors, il voulait entrer. Il regrette, il veut rentrer de nouveau dans l'œuf, parce qu'il voit le monde qui n'est pas exactement ce qu'il attendait. E c'est comme ça. O meu pintinho fez piu-piu, piu-piu, dentro da casca deu trabalho, mas saiu. Meu pinto piou tanto, conseguiu sair do ovo, mas quando estava fora, preferiu voltar de novo. O meu pintinho fez... Elle adore cette chanson, alors je chante pour elle. Donc, voilà. Alors, on va commencer à parler d'Haïti tout de suite. Alors, dès l'introduction de votre ouvrage, à la page 23, à l'introduction, vous avez dit, et je cite, « Parler d'Haïti, c'est ressentir simultanément des sensations contradictoires, fortes et multiples. » Alors, quelles sont justement ces sensations et qui vous ont habité en rédigeant cet ouvrage où il n'est question que d'Haïti? Ou de ces visiteurs. Vous savez, parce que vous avez 2 mondes qui s'affrontent. Il y a le monde du quotidien haïtien lorsqu'on côtoie les gens, la sympathie des gens, le sourire, l'envie de vivre, la joie. Peut-être, et là je vais répéter ce que d'autres ont déjà dit, sûrement, une des images les plus marquantes d'Haïti, c'est le moment que les enfants, avec leurs uniformes impeccables, sortent de l'école, n'est-ce pas? C'est, non seulement c'est l'espérance, mais également c'est d'une beauté extraordinaire, cette croyance en l'éducation. L'amitié, le mystère, enfin il y a plusieurs aspects. La littérature, l'art haïtien, ses écrivains, ses poètes. Haïti est extrêmement riche. Je me disais même, maintenant, au livre en folie, vous vous rendez compte qu'il y avait le lancement des 169 titres. Et ça aurait pu être beaucoup plus. Non, mais c'est une question de pouvoir publier aussi. Je suis sûr qu'il y a oui, mais c'est extraordinaire. On ne trouve pas au Brésil, que c'est un pays de plus de 200 millions d'habitants. On ne trouve pas 169 nouveaux titres brésiliens dans ces parallèles. Et parfois je me demandais, mais est-ce que c'est pas c'est trop plein de richesses antérieures, intellectuelles, spirituelles, littéraires, et parce qu'il y a trop peu
des biens matériels, n'est-ce pas? Cette balance qui s'équilibre pas. D'un autre côté, il faut affronter une très dure réalité lorsqu'on ouvre les yeux, lorsqu'on sent, lorsqu'on voit, lorsqu'on parle des gens qui vivent une vie de misère, qui vivent plus que la misère. Pour moi, c'est la désespérance. Quand une patrie, quand une terre éjecte, oblige ses fils à partir, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Parce que personne n'émigre par plaisir. Le fait de passer les Rubicons, mais ce n'est pas seulement ce que je viens de parler du Brésil, ce sont ces frêles esquifs qui se lancent dans la mer des Caraïbes, ou dans la mer du Nord, dans l'Atlantique, pour aller quelque part, Mais également les froides statistiques. On peut toujours dire que les numéros existent pour cacher la réalité. Mais quand on voit les numéros haïtiens, soit du niveau économique, du niveau d'exportation, on voit maintenant l'inflation revenir également, c'est un renchérissement du coût de la vie qui attend tout de suite des plus amples, n'est-ce pas? Et à grand galop. À grand galop, c'est qu'on avait, avant 2010, on avait une stabilité macroéconomique et même une croissance de 4% de l'économie. Et tout cela s'est perdu en 45 secondes, ou 35 secondes. Donc maintenant, je sais que les mouvements des élections, c'est toujours des moments également turbulents du point de vue économique. Je viens de faire cette expérience au Brésil. On avait des mesures à prendre pendant l'année 2014 pour lutter, juguler l'inflation, pour réorganiser l'économie, et on n'a pas fait. C'est-à-dire les dirigeants ont attendu la fin des élections, avoir récupéré de nouveaux mandats, et ensuite, en janvier, quand ça a commencé, le nouveau mandat, on a pris toutes ces mesures graves, ces mesures amères, n'est-ce pas? Donc, en Haïti, je vois que là se passe. Et c'est ces deux mondes, n'est-ce pas? Ces deux mondes. Un monde enchanteur et un monde dur également. Et un monde dur. Et parlant de cette contradiction, ou de ce côté enchanteur et ce côté malheureux aussi, Haïti est passé en moins de 3 siècles du statut de la plus riche colonie de la France à celui du plus pauvre pays de l'Amérique. Alors, ce malencontreux revirement est-il évident, normal, ou est-ce comment je dirais, nous avons été maudits par ce statut de riche colonie? Non, mais je vais te dire une chose, franchement, moi je préfère être dans un pays qui est un des plus pauvres de l'Occident à être dans un territoire sous tutelle coloniale, étant le plus riche. Mais les plus riches pour qui? C'était les plus riches pour les propriétaires terriens, c'était les plus riches pour les colons, pas pour les esclaves, du tout pas pour les Haïtiens. Donc il faut bien mesurer cette richesse, c'est une macro-richesse, c'est du numéro. Haïti était la perle des Antilles pour la colonisation française, mais également était l'enfer pour les Haïtiens, pour les esclaves. Donc je ne crois pas qu'il faut comparer ces deux situations. Je crois que ce qui doit... le bien le plus important, c'est la liberté. La liberté. Mais l'exercer cette liberté avec responsabilité, et si possible, en faisant en sorte qu'on puisse gravir les échelons du développement. Et je vois qu'Haïti n'arrive pas, parce qu'il y a une augmentation démographique qui va bien au-delà de la moyenne régionale et continentale, mais en même temps qu'il y a un appauvrissement, et pas seulement à cause du tremblement de terre. Il y avait un appauvrissement. Avant le tremblement de terre, pour que vous ayez une idée, les 10 dernières années, dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, la population s'est appauvrie de 13%. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande migration de la province vers la ville.
Et ça, c'est un problème qui Haïti connaît il y a peu, parce que Port-au-Prince n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui, il y a 30 ans en arrière, d'une façon soudaine, il y a cette masse de gens qui arrivent, parce que les services, soi-disant services publics, sont centralisés. On a vu avec le tremblement de terre 600 000 personnes quitter Port-au-Prince, aller en Provence, et quelques semaines après, ils sont revenus. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on a concentré l'aide humanitaire ici à Port-au-Prince. Donc, et cela a eu des conséquences également en ce qui concerne l'organisation des élections de 2010, n'est-ce pas? Parce que ces va-et-vient d'électeurs, les listes électorales en souffrent, n'est-ce pas? Le bureau de vote, c'est où? Dans quel centre de votation? Enfin, ça c'est une autre histoire. Je crois que cette migration campagne-ville démontre une chose, démontre que Haïti a abandonné depuis 30 ans son fondement économique, je dirais même culturel et anthropologique essentiel, qui est l'agriculture de subsistance. Et vous l'affirmez dans le livre, nous sommes un pays essentiellement agricole et nous devons revenir à ce point de départ. Ils sont créés par des conditions pour faire en sorte que les jeunes restent attachés à la glèbe, à la terre, aux valeurs de la campagne. On va voir ce qu'on a vu ces dernières années à Port-au-Prince. À Port-au-Prince et dans les grandes villes haïtiennes. Je crois que n'importe quel gouvernement minimum responsable en Haïti devrait avoir une préoccupation première avec l'agriculture. C'est que le libéralisme, les consignes de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de certains pays, soi-disant amis d'Haïti, ont donné à Haïti à partir des années 80, par exemple, d'abandonner la plantation de la culture du riz. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe monétaire, c'est une catastrophe macroéconomique, mais également c'est une catastrophe pour le quotidien des gens. Et je crois que tous les projets de développement, peut-être on parlera ça plus tard, qui visent à faire en sorte qu'Haïti sorte de cette situation, doit prendre en considération avant tout l'agriculture familière, l'agriculture de subsistance, les réseaux de commerce qui se font, le rôle extraordinaire dans la société haïtienne de la femme, n'est-ce pas, qui est la mère, qui est la productrice, qui est la marchande, qui est presque une société matriarcale du point de vue économique, et souvent mère seule au foyer avec les enfants, n'est-ce pas? C'est un phénomène aussi marquant en Haïti, plus que n'importe quelle autre société des Amériques. Donc je crois que l'agriculture est un créneau qui devrait être développé, devrait être modernisé à travers des coopératives, à travers des reboisements. La ville, elle, c'est qu'elle est, mais la ville, c'est un surplus. L'âne haïtienne se trouve à la campagne. On va observer une pause et au retour, on va parler de ce que vous avez appelé dans votre livre le péché originel d'Haïti, qui est son indépendance. À tout de suite. Nous recevons aujourd'hui M. Ricardo Saint-Enfus, qui est l'auteur de L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement. Et tout à l'heure, avant de prendre la pause, on devrait parler de ce que vous appelez dans le livre le péché originel d'Haïti. Et Garoulpec, dans l'introduction, dans la préface haïtienne, puisqu'il y a eu une préface brésilienne aussi pour l'édition brésilienne. Il y a un postface de Gary Hector. De Gary Hector, exactement. Et alors, M. Peck, qu'on avait reçu récemment à cette émission, avait été interviewé à Paris, à la FEMIS, a souligné que le tort d'Haïti, c'est d'avoir vaincu trop tôt, c'est d'avoir justement chassé le colon français. Et on a toute l'impression, disons, certains disent que c'est une excuse pour nos autres Haïtiens pour dire qu'il y a c'est toujours la faute de l'autre, c'est la faute du blanc, etc. Mais il paraît aussi, et vous l'avez souligné dans votre ouvrage,
que nous sommes en train de payer cette insolence. L'épopée de 1804 est perçue comme, a été perçue par le monde occidental, raciste et colonial, et comme une insolence. Et nous sommes en train de payer cette insolence. Pour preuve, les États-Unis n'ont reconnu l'indépendance d'Haïti que dans les années 1862 ou 64, quelque chose de ce genre. Et la France, pour reconnaître cette indépendance, a exigé le paiement de gros rançons financiers. Pour résumer, Gaspard, je dirais que vous avez eu tort d'avoir eu raison trop tôt. Parce qu'en fait, c'est le véritable berceau des droits humains fondamentaux. Ce n'est pas la Révolution française, encore moins la Révolution américaine. Le véritable berceau des droits humains, c'est la Révolution haïtienne. Frantz Fanon a un fameux livre qui s'appelle Les damnés de la terre. Or, les damnés de la terre haïtiens ont conquis un pays, une indépendance, la liberté, et mis un point final à l'esclavage dans un siècle, dans un moment, dans une région où la norme était l'exploitation coloniale, où la norme était le racisme selon la peau, où la norme était l'exploitation de l'homme par l'homme. Et vous avez fait en 1804 ce que le Brésil va faire en 1888, 84 années plus tard. Ce que les États-Unis vont faire seulement à partir de la fin de la guerre civile. 1664, quelque chose. Oui, mais c'est fini la discrimination raciale, mais ça continue, la ségrégation raciale aux États-Unis pendant très longtemps. Jusqu'au XXe siècle. Donc, oui, donc imaginez qu'en regardant un homme noir, vous ne voyez qu'un homme, c'est un péché originel. N'est-ce pas? Et c'est pour ça que je dis que vous avez eu le tort d'avoir eu raison trop tôt, parce que ce n'était pas dans l'air du temps, et je ne veux pas faire une publicité pour un fameux parfum, dans l'air du temps, ce que vous avez fait. Vous avez tranché. Et vous savez, lorsqu'on regarde la littérature sur les droits de l'homme, qu'aujourd'hui tout le monde en parle, le respect des droits de l'homme fondamentaux, et quand on va chercher justement les origines des droits de l'homme, on voit deux matrices. On voit les pères et la mère des droits de l'homme comme étant la Révolution française et la Révolution américaine. Or, ces deux révolutions ont été des adversaires irréductibles de la Révolution haïtienne. Vous faites mention tout à l'heure de Haïti ayant, pour la première fois dans l'histoire, il faut le souligner, en une force armée blanche perd une guerre contre une autre force qui n'est pas blanche. La première fois. Quand vous regardez dans les livres d'histoire, vous ne voyez pas cela. Dans les livres d'histoire de guerre, l'histoire des relations internationales, qu'est-ce que vous voyez? Que c'est la guerre russo-japonaise qui était en 1905, qui était la première fois qu'une armée blanche perd une guerre contre une armée non blanche. Non, c'était ici en Haïti. Et ce n'était pas de forces armées quelconques, c'est des beaux-frères de Napoléon qui venaient. On peut avoir des excuses, des maladies, mais le fait est là. Donc c'était une dissonance grave. Oui, ça marque, par exemple au Brésil, on appelait le haïtianisme. Qu'est-ce que c'est le haïtianisme? C'est le danger de voir ces virus de la liberté se répandre vers les Américains. Donc il fallait les mater, ces virus de la liberté. Comment on mate quelqu'un? On dit, comme Jefferson a dit, il ne faut pas qu'Haïti ait des navires. Il ne faut pas qu'il flotte.
pas une flotte de guerre, une flotte pour transporter Des marchandises. Mais qui transporte les marchandises transporte également des idées. Et les deux, marchandises, idées, venant d'Haïti, les deux sont dangereuses. Donc on a créé un cordon d'isolement autour d'Haïti. Un embargo. Un embargo plus que politique, plus qu'économique, un embargo psychologique. On a créé une image sur la révolution haïtienne qui n'est pas encore de fait, avec un double sens inacceptable pour l'Occident. D'abord, les valeurs mythiques, n'est-ce pas? On a vu pendant le tremblement de terre que certains pasteurs des États-Unis ont dit voilà le châtiment pour ceux qui adorent le Satan. Écoutez, on a entendu ça. On a entendu ça. Maintenant, en 2010. Donc il y a ce côté, et d'ailleurs le vaudou, qui est également une pédagogie, c'est une forme d'organisation sociale. Le vaudou a une importance, c'est un ciment national. Tout ça on laisse de côté, on voit seulement comme une espèce de manifestation des esprits arriérés, des croyances primitives. Et d'un autre côté de la médaille, c'est le modus faciendi de comment les Haïtiens ont pu se libérer du joug colonial et ont pu conquérir non seulement l'indépendance, mais la liberté. C'est la violence sans limite. Il y a un principe du droit de la guerre aujourd'hui qui dit il faut que j'ai gagné la bataille, mais en provoquant le moins possible de mal à mon ennemi. Et là, pendant cette guerre d'indépendance, c'était exactement le contraire. Dessalines, c'était l'homme du moment. Rochambeau, de l'autre côté, les deux voulaient faire le plus grand mal possible. Donc, ces deux aspects, mystiques et également la violence, ont fait en sorte que vous avez une histoire unique, non seulement dans les Amériques, dans le monde. Et ça marque votre trajectoire. Vous savez, même aujourd'hui, il y a une perception sur Haïti. D'abord, il y a une méconnaissance énorme sur Haïti. Il y a une méconnaissance sur sa culture, une méconnaissance sur sa littérature, sur son art, sur sa musique. Mais en même temps, il y a quelques bribes de perception quand on dit Haïti. Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? J'ai demandé à mes étudiants. Ils me disaient la pauvreté, la misère, la violence, l'incompréhension. C'était ça. C'était ça. Donc, plus que l'embargo économique, plus que l'embargo politique, plus que l'impossibilité d'être inséré dans les circuits du commerce international, il y a un embargo psychologique. Le monde a construit cela. Et la conséquence est qu'il considère Haïti un pays mystérieux, mais également un pays dangereux. Un pays dangereux. En 2004, il y avait une crise en Haïti, une crise politique qui s'étend depuis 2000. Et on voit qu'Haïti va en direction, comme le secrétaire général adjoint de l'OEA à l'époque mentionnait, en direction au précipice. Et quelques-uns, surtout en Haïti, mais également l'étranger, essaient de pousser pour qu'il tombe dans le précipice. Et on a vu, à ce moment-là, le Conseil de sécurité des Nations Unies accepter une interprétation, écoutez-moi bien, accepter une interprétation, parce que le Conseil ne peut agir selon le chapitre 7 des Nations Unies, de la Charte, lorsqu'il y a guerre. Il n'y avait pas de guerre. Ou lorsqu'il y a une menace réelle à la paix. Alors on arrive, lorsque la menace, c'est plutôt subjectif. La guerre, on sait que c'est que c'est. Mais la menace, c'est plutôt subjectif. C'est plus de flou aussi. Oui, alors on utilise cette fluidité, cette non-identification exacte de qu'est-ce que c'est une menace, et le Conseil de sécurité, avec
l'appui de la CARICOM, malgré elle, a considéré que les boat people haïtiens, qui sont historiques, n'est-ce pas? Cette terre a l'habitude de chasser ses fils vers la mer pour qu'ils aillent ailleurs. Et ces boat people représentaient une menace régionale. Et c'est sur cette interprétation qu'on a appelé le chapitre 7 et on avait envoyé les troupes. Mais tout en prenant garde de dire que c'était une situation, il faut si les auditeurs sont intéressés, ils peuvent consulter les archives du Conseil de sécurité où c'est écrit que c'est une situation unique, originale, qui ne peut pas être répétée nulle part ailleurs, seulement dans le cas d'Haïti. Toujours, vous êtes toujours l'exemple unique. Seulement que depuis 2004, à chaque mois d'octobre, il y a les renouvellements sur cette base-là. Quand on compare, Gaspard, faisons et c'est facile pour les auditeurs, les auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, de faire la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui dans la mer Méditerranée. Il y a des milliers de gens qui meurent et qui traversent du sud vers le nord. Est-ce qu'il y a un moment où quelqu'un a eu l'idée d'appeler au secours au Conseil de sécurité pour envoyer une opération de paix dans ces pays-là? Dans ce pays-là, aucun. Et ce n'est pas quelques dizaines comme c'est le cas là ici, c'est des milliers de gens. Des centaines de milliers. Des centaines de milliers. Donc, vous voyez, cette définition de la menace, c'est tellement subjectif qu'il rentre dans une interprétation selon les intérêts et les perspectives des Haïtiens. Il y avait des Haïtiens qui voulaient l'intervention, il y a également des étrangers. Donc, Haïti... Donc, vous confirmez quelque part cette théorie permanente, de complot permanent de l'international contre Haïti? Vous savez, la première fois que je me suis approché d'Haïti en 1993, j'ai entendu parler de ça par des amis haïtiens. Il y a un complot. Je dis, mais écoute, mais c'est pas possible, comment? Complot contre vous? Regardez tout, vous n'avez pas de force armée, vous ne représentez rien. Qu'est-ce qu'il y a un complot contre vous? Plus j'ai vécu ici en Haïti, plus j'ai étudié l'histoire haïtienne, plus j'ai vécu une expérience professionnelle, intellectuelle, humaine en Haïti, je me suis rendu compte que si ce n'est pas un complot, c'est une immense mauvaise volonté. Ou en tout cas, une immense incompréhension. J'ai écrit ces livres justement pour dire aux étrangers qui s'intéressent pour Haïti, pour essayer de diminuer le nombre d'erreurs qu'ils commettent dans leur approche de Haïti. Ou qu'ils inventent d'autres erreurs. On va au moins innover avec les erreurs, et non pas de répéter d'une façon systématique les erreurs. Haïti est connu par deux choses: cimetière de projet. Ici, un projet magnifique de développement quelques mois après. Donc, et le pays qui, selon le nombre d'habitants, coûte le plus cher à la communauté internationale et qu'il y a le moins de résultats. Mais on doit se poser des questions. Ces coûts, effectivement, ces investissements arrivent en Haïti. On vient d'avoir, il y a vraiment pléthore d'exemples. L'exemple de la Croix-Rouge américaine, qui a récolté 488 millions de dollars au nom d'Haïti. Beaucoup de gens font ça, beaucoup d'institutions font ça. A épongé une dette qu'elle avait de 200 millions de dollars. Il a gardé pour elle 288 millions de dollars. Ah, pardon, elle a construit 6 bicoques à côté de Port-au-Prince. On va trouver réponse à ces questionnements. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui le pays le plus assisté? Le pays qui a reçu le plus d'aide au niveau international? Après le tremblement de terre, ils ont été plus de 10 000 ONG en Haïti. Vous avez écrit aussi dans votre ouvrage. Donc on va voir pourquoi. Peut-être que vous avez les réponses. Peut-être que les réponses sont aussi dans le livre. Pourquoi c'est si inefficace, autant d'assistanat, autant d'aide, qu'on soit aussi malheureux et miséreux. À tout de suite.
il y a deux actions posées par deux hommes qui se sont rencontrés, qui confirment dans du dur, ou bien dans le temps aussi, que l'assistance internationale, en fin de compte, ne sert à rien. Il y a Raoul Peck dans Assistance mortelle, son documentaire, où il a dénoncé cette grande supercherie. Et vous, à travers ce livre, L'échec de l'aide internationale à Haïti, dilemme et égarement, je souligne en passant que ce livre, cette édition, a été publiée par les éditions de l'Université d'État d'Haïti. Et la couverture, la sculpture qu'il y a sur la couverture est de Patrick Villers. Ok? Et ce livre est disponible. On honore beaucoup en maintenant en œuvre de Patrick Villers. Et très significative. Très significative, parce qu'on voit un homme debout et projeter son ombre qui est couché. Et son ombre le dénonce quelque part. Mais son ombre lève le bras pour le dénoncer. Justement. Alors, je parlais de l'aide internationale qui était si inefficace. Alors vous, à travers cet ouvrage, vous consignez dans le temps que nous sommes victimes d'une vaste supercherie et que les grands collectes de fonds organisés pour nous, cette aide qu'on chante tout le temps, que nous recevons, que nous sommes le pays qui ait reçu le plus d'aide au niveau international, n'est que de la poudre aux yeux. Comment vous expliquez cette grande supercherie? Expliquez pour les téléspectateurs. Je crois qu'Haïti fait partie d'un monde qui est divisé entre les pays qui aident et les pays qui sont aidés. Je crois qu'une des industries les plus florissantes dans l'histoire de l'humanité, c'est l'industrie de la misère. Parce que lorsqu'il y a la misère, ce n'est pas la misère pour tout le monde. De la misère naît la richesse. Il y a quelques-uns qui entretiennent cette situation. Une seconde. Est-ce que vous diriez que ce grand élan de générosité qu'on a eu après le tremblement de terre était intéressé? Non, je dirais pas ça. Mais je dirais que l'aide d'urgence, que c'est le cas lors du tremblement de terre, est efficace. Okay. Elle peut être efficace, elle aurait dû être plus efficace encore lors du tremblement de terre. En fait, il y a les principes internationaux de l'aide exigent un point fondamental. N'exigent pas des grands résultats. Quand les pompiers viennent ici sauver des gens sous des décombres, on n'exige pas d'eux qu'ils sauvent tous ceux qui sont là sous les décombres. Qu'ils sauvent des gens qui sont ensevelis, Non, on n'exige pas de résultats. Ce qu'on exige, c'est qu'on ne discrimine pas ceux à qui on va porter secours. Je ne saisis pas. Quand vous avez, dans une situation comme celle de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, Léogane, entre parenthèses, Léogane a reçu la première visite de l'aide du secours international le dimanche, fin de la matinée. Les Léoganais sont restés seuls, avec les mains nues, avec leur pic, avec ce qu'ils avaient, pour essayer de sauver très rudimentaire. Les gens qui étaient ensevelis sous les décombres. Pense bien, mardi fin l'après-midi, mardi soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 6 jours. Et Léogane, c'est à côté en plus. Pourquoi? Parce que la presse internationale et tout le monde parlait de Port-au-Prince. Or, Léogane était plus proche de l'épicentre du séisme. Et Léogane était détruite à 90%. Donc vous les Haïtiens, les Léoganais sont restés seuls jusqu'à dimanche. Mais quand je dis qu'il est des principes, une résolution des Nations Unies et également une directive de l'Union européenne, qu'il ne faut pas, lorsqu'on accorde l'aide, discriminer entre les victimes, c'est les riches, c'est les pauvres, c'est les blancs, c'est les noirs. Il faut accorder l'aide aux victimes, n'importe quelle situation. En Haïti, au moment tremblement de terre, tout de suite après, on a discriminé les victimes.
On a cherché d'abord Ouais. les internationaux. Ouais. C'est naturel, peut-être c'est naturel. Mais quand on allait chercher des internationaux qui étaient ensevelis, une horrible situation, on passait à côté de gens qui criaient au secours. Oui, on entendait ces cris. Par exemple, Micha Gaillard. Micha Gaillard est resté 3 jours avec les jambes prises par des pierres, par des débris dans le ministère de la Justice, sans qu'on le sorte de là, il est mort. Micha Gaillard, un politicien connu, fils d'un des plus grands historiens haïtiens. Oui. Roger Gaillard. Et alors, il y a les pauvres haïtiens. Je raconte 2 ou 3 passages parce que je suis parti en vacances après une année quelques ici en Haïti, au Brésil, 2 jours avant le tremblement de terre. Et je suis revenu tout de suite avec le premier vol, jeudi soir, à 2 h du matin, la nuit du jeudi vendredi, j'arrivais à l'aéroport de Port-au-Prince. Et alors, j'accompagnais tout cela. Je sais que c'est qu'on ne doit pas exiger de l'aide, mais on doit exiger de l'aide qu'elle se comporte d'une façon à ne pas faire une distinction entre victimes riches, victimes pauvres, victimes nationaux et internationaux. Et les Nations Unies qui étaient là, qui commandaient ces opérations, n'avaient pas l'expérience sur ça. Et donc c'était une immense confusion. Immense confusion. Et le peuple haïtien, on parlait des résiliences, n'est-ce pas? Que vous êtes résilient. Je ne crois pas. Yannick Lenz décrit bien ce que vous êtes dans un tout petit livre, qui est un livre précieux qui s'appelle Faille, sur le tremblement de terre. Vous avez une caractéristique, vous aimez la vie. Vous voulez vivre. Ouais. On dit que s'il y avait cette situation, enfin la situation des Haïtiens par exemple en France ou aux États-Unis, il y aurait beaucoup de suicidés. Hein. Alors qu'en Haïti, on ne connaît pas ça. Vous aimez la vie, donc lorsque les militaires américains sont venus pour soi-disant contrôler le danger que vous représentiez, c'est-à-dire les rescapés, qu'est-ce qu'ils ont rencontré en Haïti? Ils ont rencontré un peuple doux, un peuple organisé, un peuple meurtri, un peuple malgré tout souriant. Je me souviens très bien les nuits de Port-au-Prince où il n'y avait pas d'électricité, mais on entendait les chants, les cantiques s'élever. Donc, et après, finalement, les Américains se sont dit, qu'est-ce qu'on fait là? On rentre chez soi. Parce qu'il n'y a pas eu de pillage. Voilà. Il n'y a pas eu de pillage. Dans un pays riche, lorsqu'il y a un événement comme ça, la première chose qu'il y a, ce sont les pilleurs. Les magasins sont vidés. Ici, en Haïti, il n'y a rien de ça. Il y a un comportement extraordinaire. La seule, et j'ai dit ça dans le livre, ce qui m'a frappé, c'était les regards des Haïtiens et des Haïtiennes. Comme si on interrogeait, mais pourquoi nous? Pourquoi nous? Donc, l'aide d'urgence est une aide qui peut être efficace, qui est importante, et qu'on devrait avoir une coordination internationale permanente pour porter secours quand il y a des catastrophes naturelles. On a vu maintenant au Népal, n'est-ce pas? L'aide est arrivée à Katmandou, elle est restée à Katmandou, elle a sauvé quelques personnes. Quand ils se sont rendus compte, il y avait des villages près de Katmandou que personne n'est allé, tout était détruit, les gens étaient morts sur les comptes, sans secours. Il y a également cette presse internationale qui accompagne le secouriste, n'est-ce pas? Et la petite Darlene qui a été sauvée après plus de 15 jours de décombres ici à Port-au-Prince était le symbole de la vie haïtienne. Mais à côté, il y a énormément de morts, humbles, pauvres, qui auraient pu être sauvés au cas où, par exemple, à Léogane, on aurait porté secours le mardi soir ou le mercredi matin. Les Léoganais ont dû faire des manifestations, mettre des pancartes à l'entrée de la ville. On veut de l'eau, on veut des secours, on veut de l'aide.
parce que personne ne venait. Donc cette aide peut être importante, l'aide d'urgence, face à une catastrophe de cette dimension. Il n'empêche qu'il aide qui vient d'une façon permanente, d'une façon qui a remplacé les obligations de l'État, qui sont des obligations structurelles, pas conjoncturelles, structurelles, et qui, au lieu d'aider, au lieu d'accompagner, remplacent l'État. Oui, au niveau de la santé, de l'éducation aussi, partout on trouve cela, mais également avec un écho favorable, parce qu'il y a des Haïtiens et des Haïtiennes, des institutions qui demandent, n'est-ce pas? Ils ne viennent pas ici en train de forcer les portes, c'est parce qu'il y a des Haïtiens qui en demandent. Elle déresponsabilise la société haïtienne face à ces défis. J'ai dit toujours, Haïti appartient à qui? Aux Haïtiens. C'est votre patrie, c'est votre pays. C'est à vous d'être les responsables. C'est à vous de l'organiser. C'est à vous de faire en sorte qu'il y ait, par exemple, lors de ces élections, une transition pacifique, qu'on accepte les résultats, qu'on modère les propos, et voilà, et qu'on va s'attaquer au véritable problème d'Haïti, qui est la désespérance, que le fait, comme j'ai dit auparavant, que cette terre, cette mère patrie, expulse ses enfants vers d'autres cieux, d'autres mers. Je vais avoir une question qui va avoir l'air d'être une excuse aussi. Mais comment prendre le destin de ce pays en main quand, par exemple, nous n'arrivons même pas à choisir, à élire notre propre président? Dans votre livre, vous soulignez que celui qui méritait d'être au deuxième tour avec Mme Maniga, c'était Jude Célestin. Bon, on l'a aussi dit dans plusieurs articles, dans le documentaire de Harold Peck aussi, on a souligné que M. Martelly est arrivé au second tour avec la main de l'international. Oui, maintenant, comment prendre ce destin en main si on n'arrive même pas à choisir nous-mêmes nos dirigeants? Écoutez, c'est pas moi qui le dis, c'est le CEP qui dit. Les résultats du CEP étaient serrés, mais étaient clairs. Essayons de regarder le présent et l'avenir. J'espère que la communauté internationale aura appris les impairs commis en 2010-2011 et dans ces élections qui s'approchent, on ne va pas se mêler. On va se substituer à la volonté de l'électeur haïtien et que l'électeur haïtien analyse bien chacun des candidats et qu'il porte son choix en toute liberté de conscience, qu'il fasse cette transition et que finalement on arrive à avoir un gouvernement stable en Haïti, qu'on fasse une réforme de l'État haïtien, qu'Haïti récupère une dignité qu'il a perdue depuis trop longtemps. On ne peut pas, par exemple, pour organiser les élections elles-mêmes, on doit dépendre de la contribution internationale. J'ai fait un calcul en comparant des élections complexes au Brésil à tous les niveaux et celles d'Haïti, et je suis arrivé à une conclusion effarante. Un vote valide au Brésil coûte pour les contribuables brésiliens 2,20 $. Un vote valide en Haïti a coûté en 2010-2011 44 $. Donc ce n'est pas possible. Est-ce que vous avez aussi étudié les raisons qui expliquent ce surenchère? Oui, il y a plusieurs raisons. Il y a pléthore des candidats ici. Il y a le fait qu'à chaque élection, on doit commencer de zéro. On doit avoir de nouvelles camionnettes, de nouvelles motos, de nouveaux équipements. Le fait qu'on n'a pas, par exemple, pour rendre un service public électoral des gens de la société civile qui soient les fonctionnaires du CEP les jours de la votation, le jour du scrutin. Il y a la non-introduction encore, malheureusement, du vote électronique, qui aurait deux conséquences, Gaspard. Une, diminuer le coût, évidemment. L'autre, faire en sorte que lorsque l'électeur presse le bouton, il dit « je veux tel candidat », cette décision-là, elle va parcourir jusqu'au moment qu'elle va être divulguée. Et personne ne va interférer. Personne ne va modifier ma volonté. Or, avec le papier,
Je mets dans l'urne, et cette urne, elle va se promener. Ouais. Elle va se promener. On a retrouvé des bulletins dans des charges publiques, voilà, en train d'être brûlés. Je crois qu'il y a un certain nombre... Il y a des bulletins qui n'ont pas été comptés, vous l'avez souligné aussi. Et je crois qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. Le vote électronique, c'est très une bonne chose, on diminuerait le coût. Mais il y a un souci aussi, dans les zones très reculées, l'électronique n'arrive pas. Non, mais on arrive avec un système autonome, avec des batteries, ça coûterait moins, vous croyez? Beaucoup moins. Le Brésil a offert ça gratuitement. Alors, pourquoi on fait pas? Alors, vous qui avez été parmi les acteurs haïtiens et étrangers, pourquoi on ne fait pas ce choix-là? Vous avez une explication? Pourquoi, par exemple, nous autres haïtiens, vous avez fréquenté les conseillers électoraux, vous avez fréquenté aussi l'exécutif, vous avez fréquenté ceux-là qui observaient les élections, OEA, etc., le groupe restreint, tout ceux-là qui décidaient. Pourquoi une telle option n'a pas été choisie à la place de cette option coûteuse et si inefficace et si... Ou qui laisse la porte ouverte à... oui, voilà. Probablement la réponse, une des réponses, c'est là, n'est-ce pas? Voilà. Il ne faut pas fermer cette porte. Une des réponses. L'autre, c'est un peu inexplicable pour moi, parce que le Brésil a offert cela. Et à un moment donné, j'ai vu que dans la communauté internationale, je ne vais pas citer des pays ni des organisations, que cette proposition était bombardée, on va laisser de côté. C'est dommage parce que l'électeur haïtien aurait deux conséquences majeures. D'abord, le respect de sa volonté lorsqu'il émet son vote, et ensuite aurait la possibilité que l'État haïtien finance seul ses élections. C'est un acte de souveraineté. Tu ne peux pas demander aux étrangers des pays 3/4 des élections et lui dire « Regardez pas ce qu'on fait ». Tant et si bien, Gaspard, tant et si bien, que le budget électoral pour ces élections de 2015, il n'est pas administré par vous. Oui, c'est par le PNUD. Mais même la contribution du Trésor haïtien public est allée au PNUD. Comment peut-on renforcer l'État, les institutions haïtiennes de cette façon? Donc, ce livre veut dire on fait fausse route. Il n'y a pas un seul exemple dans l'histoire de l'humanité d'un État, d'une société qui est sortie de pas d'abord, seulement avec l'aide internationale, ça n'existe pas. Et ensuite, qui a pu s'en sortir sans avoir un État structuré, institutionnellement fort. On ne peut pas. Parlant d'État structuré et fort... Fort, institutionnellement parlant. Justement. Il l'a confié à vous, vous l'avez dit dans le livre, c'était pas par personne interposée, il vous l'a dit directement, je l'ai lu dans le livre, mais cependant on a eu une interview avec lui en... Vous parlez de qui? Edmond Mulet, oui. Celui qui était le chef de la MUNISTA, oui. Dit, celui qui, selon votre livre, tenait la baguette. Oui, mais quelqu'un dirigeait son bras aussi. Il ne le faisait pas tout seul. Oui, mais c'était lui le porte-parole. Oui. Alors, dans une interview qu'il nous a accordée en mai, justement, en mai 2013, on a été interviewé à l'ONU, au siège des Nations Unies, à New York, à Manhattan, première avenue. Il a souligné que jamais il n'avait dit au président Préval, on parlait d'État fort, qu'il avait proposé au président Préval un avion, qu'il avait fait une tentative de coup d'État. On va suivre un extrait de cette interview pour entendre M. Mulet affirmer qu'il n'a jamais dit cela. Et au retour, on va confronter avec ce que vous avez entendu de vos propres oreilles, de sa propre bouche et en direct. À tout de suite. Vous êtes redevenu célèbre en Haïti depuis la sortie du documentaire de Raoul Peck. Le président Préval... Moi, je croyais que j'étais déjà célèbre en Haïti avant ça. Oui, redevenu.
Le président Préval vous accuse notamment d'avoir voulu le faire partir du pays, le retirer du pouvoir. Qu'est-ce que vous en dites? Comment vous réagissez? Bon, je n'ai pas vu le film de Raoul Peck, mais j'ai parlé avec mon ami René Préval. Je crois que nous sommes amis, et il m'a appelé au téléphone après que ce film est sorti, et on a discuté. Naturellement, on a tous les deux reconnu que c'était à la chaleur du processus électoral et des élections, enfin, que des propos avaient été faits durant cette entrevue. Mais je dois dire et affirmer que je n'ai jamais dit au président qu'on allait le mettre dans un avion ou enfin, on le ferait sortir du pays. Jamais. Le jour de l'élection, le premier tour, vous pouvez vous souvenir, la grande majorité enfin, il y avait 17 ou 18 candidats. Il y a 19 alors. 19 candidats. Mais non, mais il y avait un des candidats, le candidat officiel, qui vraiment voulait continuer dans la course, mais il y avait tous les autres candidats d'opposition qui ont dénoncé, enfin, ce jour-là, la fraude et la manipulation. Et il y avait des protestations, il y avait vraiment des marches, il y avait une situation de haute tension partout dans le pays. Alors j'ai appelé le président pour lui dire: Monsieur le Président, il faut intervenir, vous êtes le président de la République, il faut normaliser cette situation, sinon vous aurez une rébellion dans vos mains, et à un moment donné, on va vous forcer à prendre un avion et partir du pays, parce que si vous ne contrôlez pas cette situation. Alors, quelques semaines après, cela a été changé, interprété de façon différente. Mais moi, je n'ai jamais dit ce qu'on dit que j'ai dit dans le film, ni le président Préval ne m'a jamais répondu ce qu'il dit qu'il m'a répondu. Alors, ceux qui devraient le forcer à prendre l'avion pour quitter le pays, ce serait qui? Ça aurait été qui? Mais c'était la situation dans le pays, c'était la rébellion populaire, c'était la situation qui obligerait au chef de l'État à partir, parce qu'il y avait une réaction populaire en Haïti contre cette fraude électorale qui était commise par le gouvernement, par l'État, en faveur d'un certain candidat, et qui ne représentait pas la volonté populaire. Maintenant, il y a notre collègue de la communauté internationale, M. Ricardo Steinfuss, le Brésilien, qui, d'après certains journaux, l'ONU l'a même limogé pour avoir dénoncé cette histoire entre Préval et vous-même, Ricardo Steinfuss. Et c'était dans tous les journaux où on a dit qu'on a limogé. Et il a même dit dans ses déclarations, c'était décembre, je crois, nous sommes en 2013, décembre 2011, je crois, il a dit que oui, effectivement, il y avait une certaine demande de M. Muller à Préval pour pouvoir quitter le pays s'il ne respectait pas les élections transparentes, libres et démocratiques. Non, pas du tout. Je n'avais ni le pouvoir, ni la capacité, ni l'intérêt à faire chose pareille. C'était pas ni dans mon rôle, ni la capacité de le faire. Alors, c'est qui le menteur? Il a dit qu'il n'a jamais dit ça. Et vous avez dit qu'il vous l'a dit en live, comme on dit en anglais. En direct, il n'y avait pas de personne interposée. Mais il n'y a pas seulement un mensonge, il y a plusieurs. Il y a plusieurs mensonges. Oui, dans peu de déclarations, de peu de temps, il y a plusieurs mensonges. Mais le premier est le plus grave, parce qu'il met en cause la parole d'un président d'Haïti, le président Alain Préval. Oui, qu'il a dit dans Assistance mortelle. Il a dit, c'était enregistré. Mais il met en cause ma parole et ce que j'écris dans le livre. Oui, voilà. Donc, madame les téléspectatrices, monsieur les téléspectateurs, je parle vrai. Monsieur Muller, non. Il m'a dit, dans le jardin de sa résidence, il a pris l'initiative de me dire « Je viens de téléphoner à Préval en parlant en espagnol. » Et je dis « Pourquoi faire ?» Pour lui mettre un avion à sa disposition pour qu'en 48 heures, il quitte Haïti. J'ai tombé des nues, puisqu'on était en plein processus de votation. Et en plus, Préval, qu'on veuille ou non, a été élu en 2006. Au premier tour. Au premier tour, avec une participation de 62% de voix, mais également lorsque on commandait, la MINUSTAH commandait une opération de
paix en Haïti, on était là depuis 2004. Donc, d'une certaine façon, le président Préval est fils de l'action de l'international en Haïti. Oui. Et je ne comprenais pas comment peut-on être si léger et si irresponsable. Mais en me récupérant, j'ai dit à M. Moulet, mais dites-moi, qu'est-ce que le président Préval a répondu? Il m'a répondu toujours en espagnol, Ricardo, on est très mal barré. Préval a dit qu'il n'est pas Aristide. Et qui préfère faire Allende. Et qu'il est Salvador Allende. Expliquez aux téléspectateurs ce que cela veut dire. La comparaison de ces deux personnages. C'est-à-dire qu'il voulait dire que on l'a monté tout seul, l'échelle de l'avion, le président Aristide, le 29 février 2004. Tandis que lorsqu'en 1973, il y a un putsch militaire contre Allende au Chili, il a résisté dans son palais, il est mort. Il s'est suicidé. Donc, je vais être tout à fait clair. Je suis un professeur universitaire, je ne fais pas de politique internationale, je ne suis pas fonctionnaire des Nations Unies, et je tiens, pas pour réparer une erreur historique, parce que je l'ai fait pendant la réunion qui s'essuie à ces dialogues. Du coup restreint. Oui, mais il était très enflé à ce moment-là. Je raconte dans le livre comment ça s'est passé, mais surtout pour rendre la vérité aux Haïtiens. Vous avez le droit de connaître votre histoire. Et je lutterai toujours pour faire en sorte que la vérité va. Mais il y a un autre mensonge très important, peut-être plus important que celui absurde, n'est-ce pas, de vouloir exiler le président Préval, c'est lorsqu'il dit qu'il y a 17 candidats, c'était pas 17, c'était 12 d'abord, et qu'il y avait des fraudes partout. Or, dans cette réunion, qui se suit à ce dialogue que j'ai eu avec lui, il y avait Colin Granderson, qui était le chef de la mission d'observation électorale, qui était dans la réunion. Et comme Colin ne s'est pas prononcé, à un moment donné, je me suis dit, il faut que Colin donne une idée comment se déroule le processus de votation. Et j'ai demandé à Colin qu'il se manifeste, qu'il se prononce, qu'il fasse un bilan. On était 3h30, 4h l'après-midi. On pourrait déjà avoir une idée du bilan. Et il a dit calmement que 95% du processus de votation s'est déroulé d'une façon normale. Et vous l'avez souligné dans le livre aussi, Mulet lui-même l'a dit dans la matinée à une visite que tout se passait très bien. Tout se passait très bien aussi. Donc, il y a des changements capitaux qui sont faits au cours de la journée par certains ambassadeurs, qui finalement, M. Mulet devient leur porte-parole, qui ne comprennent pas et qui ne prennent pas en considération la volonté de l'électeur haïtien. Mais je crois que ça, c'est du passé. C'est du passé, c'est de l'histoire, et qui doit être raconté comment il s'est passé. Je crois qu'il faut regarder vers l'avenir, et que cet épisode sert de leçon à la communauté internationale pour ne pas s'immiscer dans le processus électoral. La démocratie haïtienne appartient aux Haïtiens. C'est à vous de choisir vos autorités. Il y a un autre mensonge aussi dans ce qu'il a dit. C'est lui de dire qu'il y avait des fraudes partout. Voilà. Il n'y avait pas, selon Colin Granderson, 95% du processus de votation s'est déroulé avec des petits problèmes, mais conforme aux règles internationales. Donc vous confirmez que Jude Célestin a été injustement écarté du processus pour le second tour. Je ne comptais pas le voir. Je confirme ce que le CEP a dit. Oui, justement. Voilà. Mon propos... Non, il a parlé de fraude. Le fraude venait du côté du candidat du pouvoir, qui était Jude Célestin. Quand on regardait la région métropolitaine de Port-au-Prince, il y avait des gens qui essayaient d'éviter que les citoyens votent. Et ce n'étaient pas les gens de Jude Célestin. Les manifestants
ont l'air de faire peur à Mullet, étaient désarmés. Ils étaient nombreux, mais désarmés. Celui qui a fait du prosélytisme du discours jusqu'à tard de la nuit, c'était pas Jules Célestin, pour empêcher que les gens aient voté. Donc, voyez, on a fait un grand effort avec l'Office national d'identification, avec le financement du Canada, avec l'OEA, pour organiser des élections dans des conditions presque impossibles. Un peuple traumatisé par le tremblement de terre, avec des déplacements, beaucoup de déplacements de population, donc des cartes, des signes, des cartes d'identité nationale perdues, égarées. Enfin, il fallait remplacer tout ça. C'était un travail extraordinaire, titanesque, tous les jours. Gaspard, jusqu'à la veille de la votation, jusqu'au 27, samedi 27 novembre, il y a des bureaux de l'ONI et des bureaux volants de l'ONI qui ont distribué des signes. J'ai un graphique dans mon livre qui montre très bien comment pendant le mois de novembre, les distributions des cartes, de nouvelles cartes, grandes. Donc il y a un travail de beaucoup d'observateurs, et tout cela a été jeté aux orties. Donc tout cela a été jeté aux orties, c'est un manque de respect vis-à-vis du travail qui a été fait à ce moment-là. Et on voit apparaître, même dans le livre de Ginette Cherubin, les dialogues que ce monsieur Mullet, soi-disant au nom de la communauté internationale, a avec M. P. Un dialogue d'une violence inouïe, n'est-ce pas? Je crois que l'Occident, et surtout certains pays, à commencer par les Nations Unies, dans cette affaire, n'ont pas été les bons professeurs de la démocratie. Vous n'épargnez pas non plus les États-Unis. À lire votre livre, on ne dirait pas que les États-Unis, c'est un pays ami d'Haïti. Je crois que les États-Unis, il est très multiple, n'est-ce pas? Il est multiforme. Je témoin non plus. Non, il y a plusieurs partis, il y a plusieurs gouvernements, il y a plusieurs tendances, il y a un peu de tout aux États-Unis. Il y a des gens qui sympathisent, il y a des gens qui aident effectivement, il y a des gens qui exploitent Haïti, comme on a vu avec la Croix-Rouge américaine ou d'autres organisations internationales. Donc, il n'y a pas une attitude monolithique. Ce que je demande à l'international, aux États-Unis, aux Nations Unies, respecter le choix et la volonté de l'électeur et du citoyen haïtien. Récapitulons. Il y a eu deux grands écarts impardonnables. Le premier ce serait celui où Mullet demande au président Préval de partir, vous le confirmez. Le second, la volonté du peuple n'a pas été respectée puisque M. Martelly n'a pas été celui qui devait être au second tour. Oui. Maintenant, comment, dans la perspective des élections que nous allons avoir bientôt, que nous espérons, vous qui êtes dans le secret des dieux, vous êtes dans le secret des dieux, il y a une rumeur de plus en plus persistante de nos jours. Et j'ai même eu cette confirmation de certains candidats qui hésitent à investir parce qu'ils croient qu'il y aura une transition. Il n'y aurait pas d'élection, ou bien il n'y aura pas d'élection, qu'on va écoper d'une transition de 2 ou 3 ans, et qu'à la suite de cette transition, on va avoir des élections, et que là, maintenant, tout ce processus, c'est du gnangnan. Ça va aboutir à rien, qu'on va écoper d'une transition, parce que les élections n'auront pas lieu. Vous qui êtes dans le secret des dieux, est-ce que vous entendez... Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais il y a une constatation arithmétique, n'est-ce pas? Vous êtes... on a en Haïti environ, je ne sais pas maintenant, 65 candidats. 71. Il avait... Bon, maintenant, il y en a... Oui, justement, il y a une épuration. Il y a une épuration. Disons qu'il a 65. N'est-ce pas? Gaspard, 64 vont perdre. Il y a un ou une qui va être élu. Donc, l'intérêt de la masse de ces candidats, d'une cinquantaine qui n'ont aucune chance électorale, aucune, parce qu'on a vu dans les élections précédentes des candidats sans aucune signification politique, sans aucune assise sociale, sans aucun projet,
c'est un grand nombre de candidats. Ces-là, évidemment, sont intéressés parce qu'on fasse des transitions, qu'on continue cette situation de crise, parce que ces candidats, ces mini-partis, ne vivent que dans la crise. Lorsque vous, les électeurs, viennent et tranchent, ils sont quoi? 0,1% de voix. Donc ils sont rien. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Haïti ne supporte pas une nouvelle transition. Ça suffit de transition. Il faut qu'il y ait des élections, il faut que le calendrier soit respecté. Excusez-moi, pardonnez-moi. Vous n'avez rien entendu de ces rumeurs? Non, mais Haïti, c'est le pays des rumeurs. Si on va faire crédit à toutes les rumeurs, on va où? Alors ces rumeurs ne sont pas crédibles. Il n'y a pas raison d'y avoir ça. Non, mais j'en sais rien, mais ça fait partie du jeu. Les rumeurs font partie du jeu. Parfois, on essamence vent pour cueillir des tempêtes. Il y a beaucoup de groupes de personnes qui font ça. Mais c'est un jeu dangereux. En tout cas, c'est un jeu contre les intérêts d'Haïti. Quels sont les intérêts d'Haïti? De faire une transition, de faire une élection pacifique, de reconnaître les résultats des urnes, de respecter l'autorité du CEP, de laisser entrer en fonction la nouvelle présidente, le nouveau Sénat, le nouveau Parlement, de faire en sorte que la démocratie, qui n'est pas cet exercice qu'on voit souvent en Haïti comme c'est une fête, mais c'est une fête lorsque cette démocratie, Gaspard, est efficace pour répondre aux besoins, aux nécessités de la nation et du peuple haïtien. Alors, vous qui avez observé, vous avez vécu le processus électoral détourné ou occulté en 2011, 2010-2011, vous avez vu ce qui s'est passé. La volonté populaire, vous l'avez dit et redit dans ce livre, n'a pas été respectée. Maintenant, si vous devriez vous adresser au peuple haïtien pour leur donner un conseil pour être plus vigilant, qu'est-ce qu'on devrait faire pour éviter, premièrement, qu'une autre main, bien que le livre confirme que le président qu'on a ne serait pas légitime, mais que le président qu'on a présentement ne soit pas invité à prendre l'avion, oui, heureusement. Et qu'il organise de bonnes élections maintenant. Voilà. Et que celui qui doit être au second tour, s'il doit avoir au second tour, soit vraiment celui qui doit être au second tour avec un autre concurrent. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous avez vu tout le mécanisme, tout ce qui a été mis en place pour qu'on ait ce qu'on a eu en 2010-2011, maintenant pour éviter tout cela. Qu'est-ce qu'il faudrait éviter? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont peut-être les personnes ou les pays ou les faux amis qu'on devrait pointer du doigt et mettre à la porte ou éviter certaines de leurs populations? Je crois que d'abord, il faut respecter les institutions haïtiennes, à commencer par le CEP. Voilà. Ça, c'est crucial. Le CEP a un grand pouvoir, mais une immense responsabilité. Il faut qu'il agisse avec d'une façon inattaquable du point de vue technique, qui est du respect aux principes juridiques et du respect aux volontés des électeurs. Ça, c'est la première chose. D'autre part, il y aura beaucoup de mouvements, de gouvernements, des organisations internationales qui viendront observer les élections. Ils seront les invités de l'État haïtien pour l'observer. Qu'est-ce que fait un observateur? Il observe, il n'interfère pas, il ne modifie pas les résultats, il ne raconte pas le voix. Il faut mettre tous les observateurs à leur place. Leur place est uniquement et exclusivement d'observer. Regarder et ne pas toucher. C'est tout. Et pour les citoyens et électeurs haïtiens, bien regarder les candidats dans les yeux. Leur programme, leur passé, leur histoire, leurs propositions. Et réfléchir quels seraient les meilleurs candidats pour le Parlement, pour le député, pour la Chambre des députés, pour le Sénat, pour la présidence de la République. Pensez surtout
à ces défis extraordinaires qu'Haïti est en train de relever, de faire une transition d'un gouvernement du président Martelly, de faire une transition d'une situation d'un pays avec une mission européenne des Nations Unies, et que probablement vers la fin de 2016, si tout se passe bien, ces troupes vont peu à peu s'arrêter, rester au noyau des policiers. Et Haïti va devenir le client non du Conseil de sécurité, mais du Conseil économique social pour s'attaquer effectivement au problème de fond de la crise haïtienne. C'est ça. S'il y a un conseil, essayez de choisir avec votre conscience, en pensant à votre patrie, à la récupération de la souveraineté haïtienne, et pour qu'Haïti puisse cheminer maintenant en 2015, il n'est jamais trop tard, sur le chemin de ce que ces hommes de 1804 ont promis pour elle. J'inviterai les téléspectateurs qui voudraient avoir des détails plus croustillants, plus détaillés sur ce qu'a été l'aide, mais ce qu'est l'aide internationale en Haïti. Mais diriez-vous que la formule de l'aide internationale, la formule qui pourrait marcher, est-ce qu'elle existe? Est-ce que l'aide internationale, est-ce qu'elle peut être appelée aide vraiment, ou est-ce un poison, cadeau empoisonné? Ça dépend de ce qu'on fait avec elle, ça dépend comment on la fait. Elle peut être un appoint, peut être un apport, peut être un complément, mais il faut une volonté nationale, il faut un projet national, il faut un gouvernement efficace. Un pays ne peut pas vivre de la charité internationale. Non seulement ne peut pas, c'est indigne pour un pays qui a la dignité de l'histoire haïtienne de vouloir vivre sur la charité internationale ou sur les revenus de la diaspora. Il faut que Haïti revienne à s'inspirer des valeurs qui sont les siennes, des valeurs historiques, et qui sont celles qui ont fait Haïti si extraordinaire. C'était une lumière qui a illuminé le chemin de l'humanité, non seulement de l'Occident, à un moment donné où c'était vraiment l'obscurité totale. C'est Haïti qui a allumé cette torche de la liberté et de la dignité. C'est le moment de se rassembler, c'est le moment de penser à la patrie, c'est le moment de penser à la paix. Et Haïti pourra récupérer ce que les ancêtres ont légué à elle. Il est une évidence consignée sur du papier maintenant. L'aide internationale en Haïti est un véritable échec. C'est une supercherie. Et M. Settenfus, Ricardo Settenfus, qui, sans langue de bois, nous a pratiquement tout dit sur certaines vérités qui nous a été dit déjà, par exemple par Mme Chérumet, ou bien à travers le documentaire de Raoul Peck, Assistance mortelle. Une des vérités, c'est que M. Mulet, l'ancien chef de l'administration en Haïti, a voulu faire un coup d'État en Haïti en invitant le président Préval à partir. Une seconde vérité, Jude Célestin a été celui qui devait être au second tour, mais l'international a voulu que ce soit M. Martelly qui aille au second tour avec Mme Myrlane Maniga. Beaucoup d'autres vérités sur ce qu'a été la vie en Haïti entre 2004 jusqu'à 2011, même après les élections et après le tremblement de terre, se retrouvent dans cet ouvrage que je vous recommande. Il a été publié par les éditions de l'Université d'État d'Haïti avec un support de la Fondation Unibank et est disponible dans toutes les librairies au prix de 1400, 1500 gouttes, quelque chose de ce genre. Et je vous assure que l'histoire de ces peut-être 10 dernières années, des vérités qui n'ont pas été dites, sont dites à travers cet ouvrage. Merci M. Settenfus pour ces vérités consignées sur du dur et aussi que vous avez dit à vive voix devant nos caméras. C'est moi qui remercie cette occasion d'être ici en Haïti et être avec les téléspectateurs et téléspectatrices pour présenter ce livre qui est le résultat d'un récit témoignage avec des analyses, mais également, comme tu as dit au début, c'est un témoignage également de reconnaissance, d'amitié et d'amour vis-à-vis d'Haïti et de son peuple. Merci. Certainement.
Merci d'avoir pris le temps de suivre cette édition d'une personnalité d'Ito. On vous donne rendez-vous à la prochaine pour une autre personnalité. Va comme M. Saint-Efus, tout nous dire. À bientôt.